c'est un travail qui a été fait par ce directeur. Mohamedou Ly, je pense qu'on doit vous remercier et vous féliciter. Merci. Donc, M. Ousmane est ici présent. À vous tous et toutes qui avez fait le déplacement, je voudrais juste vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans cette case à impluvium qui est le musée des civilisations noires. Si je dis cela, c'est pour montrer en quelque sorte la convergence déjà architecturale du lieu et le projet qui est le vôtre d'une architecture panafricaine, identitaire, s'appuyant en réalité à la fois sur les matériaux locaux, mais plus que ça, sur en quelque sorte nos représentations du monde, nos cosmogonies, nos traditions, nos cultures, nos arts, nos artistes. Et cela, je crois, est tout à fait convergent avec la mission du Musée des civilisations noires qui constitue, entre autres, de valoriser les expressions culturelles du monde noir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, si vous entrez au musée et que vous visitez la toute première exposition qui s'appelle l'Afrique berceau de l'humanité, la seconde qui est autour parle de la contribution de l'Afrique, il est vrai, à la science, à la technologie, mais aussi à l'architecture, tout comme à la médecine. Et c'est pourquoi ça a été un grand plaisir pour nous d'accueillir le collectif Bakou pour cette exposition qu'on a vécue pendant un mois, mais aussi pour ce panel très puissant, j'allais dire ces panels qui ont eu lieu le jour du vernissage et qui nous ont plongé ou replongé sur ces questions extrêmement importantes du parallélisme asymétrique, de l'architecture africaine sur la très longue durée. Donc toutes ces questions-là ont été débattues de manière très très pointue et ça c'est un plaisir pour nous. Et je voudrais également, de la même manière que l'a fait le doyen Malick Mbow, lui rendre la politesse à lui, au président de l'ordre et à tous les membres avec lesquels j'ai discuté. Ils ont été vraiment d'une socialité tout à fait exquise. Et ce que ne vous a pas dit Malick, c'est que c'est tout bénéfice pour le musée. Il nous dit, bon, on n'a pas payé ceci, on n'a pas payé cela, mais en un mois, moi j'ai eu la couverture d'un ouvrage du musée, donc il nous a offert ça gracieusement. Il a fait un magnifique portrait, donc on va en faire des t-shirts pour vendre. Il nous a dit, mais prenez, c'est votre affaire, vous en faites ce que vous voulez. Donc vraiment, c'est tout bénéfice pour le musée à tous les niveaux, au niveau intellectuel, conceptuel, voilà, une exposition, des débats, un public que parfois qui découvre le musée. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous. Merci, monsieur le directeur du Musée des civilisations noires. Merci aux panélistes présents, aux confrères et aux chers invités de nous tenir compagnie ce soir et pour le finissage de cette exposition que vous avez eu à faire. Lors du vernissage, je relevais le caractère important de l'art et de la culture dans notre métier. On ne peut pas faire en ignorant ces deux facteurs qui sont très importants et d'ailleurs toute civilisation qui n'en tient pas compte s'étiope. J'ai vu la réponse qu'on a apportée à cette question et surtout l'intérêt porté par nos confrères de la sous-région, même de l'Afrique parce qu'ils étaient là lors du CENCON. Et cela a éveillé quand même des intérêts particuliers au point où l'Afrique va bientôt recevoir la Biennale des Arts. Ce qui est assez important, la Biennale de l'architecture plutôt, ce qui est assez important, la Côte d'Ivoire a décidé de s'y lancer. L'autre chose est que durant cette exposition quand même, il y a eu du monde, il y a eu une couverture médiatique. Il y a des architectes qui sont intéressés à cet aspect de l'architecture. Parce que j'ai dit que les architectes, on a beau être de bons dessinateurs, oui, mais ce n'est pas notre rôle. Nous devons d'abord être des hommes de l'art, des hommes de culture,
pour tout dire, des intellectuels. Et cela se fabrique au fil du temps. C'est pour ça que les jeunes architectes, je leur ai poussé à venir voir l'expo, à comprendre que les enjeux ne sont pas seulement dans les cabinets d'architecture ou dans les bureaux. Ils sont ailleurs. Et aujourd'hui, à travers ce finissage, je me rends compte que nous devons continuer ce travail et à un niveau beaucoup plus important. Parce que tout ce que nous avons fait, si on n'arrive pas au bout du compte à attirer les architectes vers nous, cela va poser problème. Et c'est important que les architectes soient avec nous. Cette architecture identitaire dont on parle tant, nous avons aujourd'hui des architectes qui ont produit et qui ont apporté des réponses à cette question. Bien sûr, je dis qu'au fil du temps, c'est une évolution qu'on devra avoir. Mais pour qu'on puisse travailler dans ce sens, il faudrait que nos confrères qui ont travaillé dans ce sens aussi, à travers leurs publications, à travers leurs œuvres et à travers l'art et la culture justement, qu'on puisse avoir une évolution notoire. Parce que toutes ces questions d'environnement, d'architecture bioclimatique, toutes ces questions dont on parle aujourd'hui, ce sont des questions qui ont été résolues dans le temps. Parce qu'il faut se dire que dans le passé, on avait quand même des locaux adaptés où l'on pouvait vivre. C'est nous qui avons changé notre mode de vie. C'est nous qui avons changé notre approche de la vie pour aller vers la modernité. Maintenant, comment linker la modernité, la culture et cette identité architecturale? La question est là. J'espère que nos panélistes sauront répondre à ces questions. Je vous remercie. L'architecture, je pense que part d'une idée, mais il faut une approche. C'est cette approche philosophique qu'on voulait mettre en place. Pour moi, la tendance, c'est aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de dire que nous avons une architecture identitaire, culturelle et tout ça, mais c'est comment maintenant, à partir de notre architecture, conquérir le monde. Je le dis fort parce que je pense comme ça. Et avec le Bako, on a la chance de pouvoir faire ça. Senghor a pu impulser des choses ici sur l'architecture. Tout le monde a vu. Les premiers architectes qui sont partis dans cette architecture contemporaine ont essayé d'interpréter l'approche de Senghor, mais ce qu'il n'y a pas eu à mettre en place au temps de Senghor, c'était cette approche philosophique et conceptuelle qui forme un mouvement comparé à ce qu'on appelle le Bauhaus. Le Bauhaus, c'est un mouvement qui a été mis en place en 1939, je pense qu'en Allemagne, et ce sont des architectes qui ont impulsé ça, et ils sont arrivés à s'imposer par le design, par une approche esthétique. Et nous, le Bako, on essaie d'aller plus loin que ça, parce qu'on a une approche philosophique maintenant de l'architecture, qui est en nous, une approche identitaire, qui s'appuie sur ce que nous, on sait faire en tant qu'Africains, mais cultiver dans ça, aussi, il y a la technique. C'est-à-dire la technique, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas que l'art, c'est tout à fait esthétique, mais la technique derrière pousse à réaliser des choses que les gens occupent. C'est pour ça, les panélistes qu'on a choisis, on a fait exprès de les choisir. Pourquoi? Parce que Nabi est architecte, en même temps enseignant et directeur d'école d'architecture. Pourquoi on l'a choisi? Parce que je pense que quand on a un mouvement d'architecture, il faut une approche éducative, il faut une approche aussi de formation. Et sans cette approche-là, je pense que l'école va manquer de quelque chose. C'est pour ça aujourd'hui, je voudrais que Nabi vienne ici et qu'il puisse nous expliquer le link qu'il peut y avoir entre le Bako et quand on dit on forme des gens pour épouser ces métiers d'architecture. Et au-delà, je sais que aussi, je l'ai rencontré, on se connaît depuis Paris.
On a travaillé ensemble, on a monté l'association SOS Architecture Tiers-Monde, dont j'étais le président. Et je l'ai parcouru, je connais ses compétences en matière d'architecture. Et je connais sa neutralité aussi. C'est quelqu'un qui passe inaperçu parce qu'il n'offense pas. Mais derrière, il a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on aura l'occasion pour en parler avec lui et échanger. Et tout de suite à côté, bon, j'ai l'honneur aussi de recevoir Zinga Mour, que je ne connaissais pas trop, mais c'est Mas, le président de l'ordre, qui m'en a une fois parlé. Il me dit, est-ce que tu connais Zinga? Je dis, non, je ne connais pas. Il me dit, mais essaye de voir ce qu'elle fait. Bon, j'ai tenté sur le net, j'ai vu l'approche, et je me suis dit, mais tiens, comment je n'ai pas pu connaître Zinga? Et j'ai vu aussi son travail. À travers les gares du TR, j'ai vu les embryons des gares qu'elle a fait. Pourquoi je dis embryons? C'est-à-dire, il y a la gare de Dakar, mais au-delà de ça, il y a une approche architecturale qui appartient à Zinga. Et ça, je pense que ça a noté que c'est des exemples de projets que le Bakou épouse. Parce que c'est une architecture identitaire. Et il pourra nous expliquer un peu quelle était l'approche qu'elle a faite, parce qu'elle a décollé les toitures. Je sais qu'elle est beaucoup dans le bioclimatique. Parce que même quand vous faites des recherches sur IA, sur Zinga, on te parle d'une approche bioclimatique. Elle est imprégnée dedans. Et elle a aussi des modèles de maisons qu'elle a fait. Je sais qu'elle est dans la recherche. Et elle est complètement dedans. Elle est imprégnée dedans. Elle est connue pour ça aussi. Et sa présence aussi aujourd'hui, je pense qu'elle va nous éduquer aussi à savoir, nous qui sommes dans Bakou, et même elle aussi, je pense qu'elle est dans Bakou, même si elle ne le dit pas, de maintenant comment passer de l'approche théorique et à l'approche pratique. Et à côté, je pense que je pourrais parler de Gadiaga. Gadiaga, c'est un artiste. Et qui me connaît, c'est que moi, je suis dans le milieu des artistes. Et il enseigne aussi l'art. Pourquoi on l'a? Parce que en face de nous, on a une personne qui est silencieuse, qui est toujours là, discrètement, et qui nous écoute. Elle s'appelle Aïda Diagne. C'est elle qui a sorti, je crois que c'est l'union, le savoir-faire, l'union des savoir-faire dans l'art. L'union des savoir-faire dans l'art, ça réunit tout. Ça réunit l'écriture, ça réunit l'architecture, ça réunit l'art. Et Aïda a pu trouver ce slogan-là, qui nous suit maintenant, qui est complètement adopté. Je pense que quelquefois, même quand tu oublies, elle te dit « Attention, c'est moi, hein ?» Je dis « Oui, c'est toi. » Et je profite pour la remercier parce que c'est elle aussi qui a pu impulser quand même, qui a amené Bakou vers l'Union des architectes africains. Et elle a pu parler de ça avec notre ami Massamba, qui est le président de l'Ordre des architectes, qui s'est absenté très longtemps pour faire le tour en Afrique, pour pouvoir vendre le concept, et qui s'est vendu carrément. Et à côté, je vois avec son vice-président, c'est dommage parce qu'il n'a pas la casquette Bakou, mais il aurait dû mettre une casquette Bakou. Et Pape Dame, qui est toujours là, mais qui ne parle pas, mais qui sait où aller. Tout à l'heure, je lui disais, Pape Dame, mais si le président n'est pas là, parce qu'il est tout le temps en retard, tu vas faire ton discours à sa place. Il me dit oui. Bon, voilà. Mais voilà, pour revenir à Gadiaga, je dirais que, voilà, Gadiaga, pourquoi on l'a invité? C'est parce que l'art est... Bon, je ne sais pas si l'architecture est dans l'art ou c'est l'art qui est dans l'architecture. Souvent, je me pose la question, parce que quand vous êtes en Europe, en France, je pense que le ministère de la Culture, c'est le tutelle de l'architecture, mais ici au Sénégal, c'est le ministère de l'Urbanisme. Je pense qu'à un moment en France, on avait délocalisé pour l'amener au ministère de l'Urbanisme, mais c'est retourné maintenant au ministère de la Culture. Parce que les architectes sont des artistes aussi, hein, il faut le reconnaître. Hein.
Ils ont beau parler, mais ils ont aussi l'esthétique. Hein. Ils savent harmoniser les choses. Ils savent faire, voilà, ils ont la proportion, ils ont l'échelle, ils ont tout ça. Ils travaillent comme les artistes peintres, les artistes de quoi. Bon, maintenant, je vais revenir à Ibrahim Niang. Ibrahim Niang, le costaud, quoi. C'est lui qui, le prix Aga Khan, il faut connaître quand même le prix Aga Khan. Je profite de l'occasion pour dire, mais pourquoi ce sont les autres qui nous priment toujours? Pourquoi ce sont les autres qui nous fassent qu'on soit des prix Nobel? Pourquoi nous, les Africains, nous, avec nos écoles d'architecture, avec nous-mêmes, notre métier, nous ne pouvons pas créer des prix d'architecture, des prix de littérature et tout ça? Et je pense que Bakou est là pour ça aussi. Il va impulser cette approche-là pour que désormais, qu'on ait, nous, à primer nos valeurs. Et c'est pour ça aussi le mouvement Bakou est là. Hein. Et je pense que aussi les écoles d'architecture doivent comprendre ce qui est Bakou. Et même s'ils ne veulent pas, ils peuvent épouser l'idée. Et je confie à Nabi ce travail-là. Il peut être l'ambassadeur. Et je pense qu'il va le faire avec volonté parce qu'il a du caractère. Mais je reviens à Ibrahim. Ibrahim, c'est le modèle de l'architecture sociale. C'est lui qui a pu faire que beaucoup de gens ont eu des logements ici au Sénégal, des gens très démunis, mais avec l'approche que lui va nous faire comprendre, parce qu'il a une technique là d'utiliser les matériaux qui lui ont permis à amener cette approche sociale que je dis. C'est un architecte qui est conceptuel et en même temps un architecte qui est pratique parce qu'il construit. Et je l'admire pour ça parce qu'il teste, il étudie, il trouve, il les met. Mais là où il a eu le prix Aga Khan, je pense que si vous avez l'occasion de voir ce projet, l'hôpital de Kaïdi en Mauritanie, il faut aller voir. Il y a un travail d'architecte, mais je pense qu'il n'a rien à envier avec les prix Nobel d'architecture. Parce que c'est un travail vraiment fait dans les règles de l'art. Au-delà même esthétiquement, nous, en tant qu'architectes, on doit tous s'inspirer de ça. Et je le félicite encore parce que quand j'ai appris que celui qui a fait ça, je me dis, voilà, un maître, et je dois le suivre pour arriver à ce que lui, il a pu faire. Et je le félicite encore pour ça. Et je le laisse quand même nous développer aussi tout ça. Toujours sachez que l'architecture et l'art vont de pair. Et le Bakou ne fait que réunir tout ça. Mais en face d'eux, et qui devait s'asseoir à ma place, et je vais lui laisser s'asseoir après à ma place, c'est Ousmane Gueye, qui est un sculpteur. Et pourquoi je l'ai invité? Parce qu'il s'est déplacé uniquement pour cette exposition. Et il a traversé plus de 6000 km, il était en France, il est venu pour ça. Et il est là. Il a participé quand même au vernissage. Il a été parmi les panélistes. Et il nous est séduit par son approche artistique et technique, parce que c'est quelqu'un aussi qui est dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc, de ça, il façonne des âmes vivants. Il les façonne de telle sorte qu'il arrive à faire des œuvres d'art. Et il est dans le Bakou aussi depuis presque à sa création. Il ne parle que du Bakou. Il nous a même dit que j'ai un terrain disponible pour vous à Paris, en France, je pense, et que j'ai combien 5000 hectares, 5000 mètres carrés. Vous pouvez venir, c'est un château que j'ai acquis. Oui, parce que c'est un gars qui a quand même travaillé, parce qu'il a fait 17 ans aux États-Unis, à New York. Il a exposé à Central Park. Il a fait 8 ans au Japon, il était à Tokyo. Il a travaillé avec des grands artistes là-bas. Et il est revenu en France. C'est là où il a eu son diplôme. Mais il est installé en France dans un château.
et il travaille, et il est inspiré de venir ici dans son pays et de continuer ce qu'il œuvre à l'étranger. Maintenant, je vais commencer par la... Oui. J'ai un message de Sosa. Je peux le dire? Voilà, vas-y. Excusez-moi, j'ai dû couper. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, si on l'intéresse particulièrement, il en a fait une priorité pour son mandat. Alors, il nous écrit ici, chers confrères, chers consoeurs, chers amis, présents à cette journée importante pour l'AUA. L'Afrique possède un patrimoine culturel d'une richesse exceptionnelle, constitué de traditions, de savoir-faire, de langues, de pratiques artistiques et d'architecture héritée de civilisations anciennes. Cet héritage ne représente pas seulement une mémoire du passé, il constitue un socle identitaire et une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Dans un contexte de mondialisation et de transformation rapide des sociétés africaines, la question se pose avec acuité: comment transmettre cet héritage culturel tout en favorisant l'émergence d'une création contemporaine dynamique et innovante. La création contemporaine apparaît aujourd'hui comme un levier essentiel pour réinterpréter les traditions et inscrire la culture africaine dans la modernité. Vive l'architecture moderne tenant compte de nos réalités et surtout de notre histoire et de notre culture. Vive le Bakou. Merci. Bon, voilà, on va ouvrir le débat. Je laisse à Zinga et nous dire son approche sur d'abord comment elle voit le Bakou et comment elle peut amener un link par rapport au Bakou et par rapport à l'art et l'architecture. Et surtout quand je dis l'art, est-ce que l'art est dans l'architecture ou c'est l'architecture qui est dans l'art? Elle va nous définir un peu ça, quoi. Merci. Accueillir. Surtout un musée avec la mission qu'elle porte, donc le musée des civilisations noires au pluriel, est un lieu qui est vraiment très chargé pour moi. Je commencerai peut-être par parler un peu de qui je suis, de mon parcours. Je suis une jeune architecte sénégalaise, mais j'ai des origines très panafricaines. Avec mon nom, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient d'Angola. Je pense qu'il y a une exposition où on montre la reine Zinga juste en bas. J'ai été élevée par des parents très panafricains et l'allocution du président de l'UIA qui parle de la connaissance d'abord de l'histoire de l'Afrique qui m'a été transmise a fait de moi aujourd'hui une architecte qui, même depuis mon tout jeune âge, n'a jamais douté de la capacité de l'Afrique de produire une architecture qui soit à son image et qui soit le reflet des grandes histoires qu'on a pu avoir. Et je pense que par mon cheminement, depuis l'école, c'est exactement ça que j'ai recherché. C'est d'essayer de comprendre déjà d'en savoir plus sur notre histoire, sur l'histoire architecturale aussi. Bien sûr, il y a les grands exemples comme le Great Zimbabwe, les grandes pyramides, Djenné ici à côté, les mosquées du Fouta, les cercles mégalithiques. L'ancien directeur de Amadi Bokoum, je me souviens avoir eu beaucoup de conversations avec lui lorsque je faisais des recherches sur les mégalithes. Donc tout cet apprentissage et cette connaissance de l'histoire de l'Afrique est pour moi un socle sur lequel on devrait s'inspirer pour être architecte. Et j'ai eu la chance d'être aussi bien entourée, ça vaut le coup de le dire. J'ai eu l'occasion de travailler pour David Adjaye, qui est à Londres, et par la suite aussi de pouvoir rencontrer tous les grands à l'échelle du continent et à l'échelle locale comme Francis Kéré, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler aujourd'hui sur le projet du Goethe Institute ici à Dakar, de rencontrer aussi d'autres scientifiques et passionnés de l'architecture bioclimatique à différents moments, mais surtout mon atterrissage ici au Sénégal il y a 8 ans m'a forcé à mieux comprendre aussi l'histoire architecturale du Sénégal. Et je dois dire que la culture a joué un très très grand rôle
dans ma décision de rentrer ici au Sénégal. En fait, c'est à la Biennale de Dakar de 2016 que j'ai pris la décision de revenir, parce que ce moment de biennale m'a montré qu'il y avait la possibilité d'avoir convergence entre différents intellectuels, différents acteurs dans le monde de l'architecture, le monde de la culture, et qu'il n'y avait pas ce balisage qu'on peut avoir dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, où les architectes sont dans leur milieu, les artistes sont dans leur milieu. La Biennale de Dakar m'a montré qu'il y a dialogue et qu'il y a une vraie... comment dire, je peux dire culture de la culture ici au Sénégal. C'est peut-être un héritage de Senghor, c'est peut-être aussi, je pense, à quelque chose de plus profond qu'on porte ici, mais j'ai toujours salué le fait de pouvoir justement être ici et de parler et d'avoir des opportunités pour pouvoir parler de l'architecture, de la culture et d'avoir des lieux et des moments aussi pour cela. Tout ceci pour dire, je reviens sur l'importance de la recherche, parce qu'aujourd'hui, j'ai cofondé un cabinet d'architecture donc, avec mon associé Nicolas Rondet, qui a atterri au Sénégal en travaillant chez GA2D. Donc c'est là-bas qu'avait commencé d'ailleurs le projet des haltes qui a été mentionné par la suite, qui après il a pris en main et a introduit la question de la terre. Je mène aussi à côté du cabinet donc Orofila, qui est vraiment très axé sur l'architecture bioclimatique, un certain nombre de recherches de recherches sur les matériaux biosourcés, les matériaux locaux, mais aussi je tiens à faire de la recherche sur l'histoire de l'architecture moderne du Sénégal, en passant surtout par celle de nos aînés. Parce que partout dans le monde, les gens apprennent l'architecture en apprenant par leurs aînés, en fait. C'est toujours une architecture qui est ancrée dans certaines traditions. Partout où je suis allée dans le monde, tout le monde connaît toujours ceux qui les ont précédés. Et je trouvais, pour moi en tout cas, jeune arrivée ici au Sénégal, pas acceptable que nous, en tant que jeunes, ne puissions pas connaître l'architecture de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, on parle toujours beaucoup de nos grandes histoires au passé, mais aujourd'hui, tous ceux qui sont ici dans cette salle sont pour moi nos sortes d'ancêtres vivants. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu commencer donc ce projet de recherche qui me permet de comprendre, de m'amener vers certains travaux de recherche que quelqu'un comme Bakenyan a pu faire, surtout dans le domaine du bioclimatique, et toutes les inventions également qu'il a pu faire. Quelqu'un comme Birahim Niang aussi, avec tout son génie vraiment sur la science des matériaux locaux et la vision de c'est quoi un architecte aussi africain. Et aussi, il n'est pas ici, mais je sais que M. Nabikan, avec Jean-Charles Tal et Annie Jouga, ont beaucoup œuvré aussi dans la préservation du patrimoine, qui des gens aujourd'hui, comme Carole Diop, ma consoeur, qui finit juste une de ses balades, essayons en tout cas de continuer. Donc je tiens, et je le dirai toujours, que je m'inscris dans une certaine continuité, ce que les anciens ont pu léguer. Et aujourd'hui, ma pratique est une pratique assez multidisciplinaire, dans le sens où je ne fais, et c'est pour ça que je parlais de la Biennale de Dakar, je ne fais pas de différence entre le travail que je peux faire sur site, axé sur les matériaux locaux, les expositions que je peux faire aussi dans les institutions culturelles comme Raw Material Company, le travail d'écriture, quand je peux aussi, par exemple... J'ai travaillé sur un projet de recherche qui s'appelle Habiter Dakar, qui essaye de comprendre comment est-ce que l'évolution du logement peut nous interroger sur comment produire un logement beaucoup plus adapté à nos réalités aujourd'hui. C'est un projet aussi porté avec le Goethe Institut, mais qui a vraiment pour objectif de créer des espaces pour développer la pensée, et pas tellement donner des solutions, mais essayer de comprendre comment est-ce qu'on doit aborder, par exemple, la question du logement en centrant aussi nos modes de vie, en plus du climat, du confort thermique, etc. Je dirais peut-être donc sur comment passer de la théorie à la pratique, en plus bien sûr de centrer la recherche. Je trouve aussi ici, dans le domaine même scientifique, que j'ai eu la chance de connaître par des ingénieurs comme Ibrahim Niang, le fils de Bakenyan, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, qui est un ingénieur en matériaux, des gens du ministère de l'Environnement aussi,
et même dans les archives nationales ou bien au niveau du CEREC, c'est qu'il y a une grande tradition aussi d'expérimentation avec les matériaux et de personnes aussi qui ont essayé de trouver le moyen de faire le pont entre tradition et architecture moderne. Typiquement, lorsqu'on parle par exemple d'architecture de terre, qui est une de mes, je dirais pas spécialisée, mais un des domaines dans lequel je travaille, ou un des matériaux avec lesquels je travaille beaucoup, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu à entre guillemets inventer. J'ai pu me reposer en fait sur sur les travaux qui ont été faits précédemment. Des fois, il faut un peu aller fouiller parce que les archives ne sont pas toujours accessibles, et aussi apprendre en faisant. Le chantier aujourd'hui est un grand lieu d'apprentissage. Les espaces comme les usines aussi sont des espaces qui, pour moi, m'ont beaucoup appris. Je me souviens, début 2018, 3 mois après être arrivée, j'ai passé une semaine à une usine, par exemple, comme celle d'Élémentaire, pour comprendre comment est-ce qu'ils faisaient les briques de terre comprimées. Pour moi, ce n'était pas possible d'imaginer que j'allais concevoir avec un matériau sans réellement comprendre comment est-ce qu'il était fait et pouvoir aller aussi à la source. Parce que, de toute façon, tous ceux qui construisent ici au Sénégal savent les défis qu'on peut avoir dans l'approvisionnement des matériaux et l'importance aussi de comprendre la technique, de comprendre comment est-ce que ça se fait, comprendre les particularités et les différences, par exemple, entre une BTC et une Adobe, pour moi, étaient des choses qui étaient très primordiales avant de faire un coup de crayon. Donc, ça, c'est une approche qui est restée centrale à Worophila aujourd'hui, parce que certes on conçoit des bâtiments bioclimatiques, mais on est très proche aussi de tout ce qui est artisan, de tous les maçons, et finalement le temps sur chantier est un temps qui est vraiment très précieux, parce que le chantier c'est également une école, c'est un apprentissage, c'est un espace où on a besoin d'avoir dialogue, d'apprendre des fois aussi des maçons. Des fois on est avec des maçons qui ont construit plus de 15 ans avec la terre, et ils nous disent s'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans le design, etc. Donc c'est important pour nous d'être à l'écoute, à l'écoute de notre histoire, à l'écoute des matériaux qui nous entourent, à l'écoute des personnes qui travaillent également avec ces matériaux-là, et essayer vraiment de continuer d'œuvrer pour faire une architecture qui soit adaptée à notre climat, qui réponde aussi à nos ambitions qu'on peut avoir de modernité, mais qui soit vraiment très profondément ancrée dans une certaine continuité de notre patrimoine, donc du passé millénaire au passé plus proche, à savoir les architectures qui ont pu être faites dans les années 80, comme par exemple l'hôpital de Kaïdi, qui a été mentionné plus tôt. Donc je vais peut-être m'en arrêter là pour l'instant, en espérant pouvoir continuer. Merci. Mais il nous a manqué quelque chose dans ton discours, je pense que tu vas revenir, c'est l'approche philosophique, et c'est ça qu'on recherche. Vous êtes resté tout de suite sur l'approche théorique, ça c'est bien, et pratique, mais il y a une approche philosophique qu'on voudrait que tu abordes à travers le Bakou, ou si tu as une approche philosophique sur ton travail, tu nous l'as dit, ça nous intéresse parce que ça nous permet d'avancer sur le mouvement qu'on a mis en place pour vraiment arriver à quelque chose de nouveau. Merci. Bon, Navi. Merci d'abord de m'avoir invité à ce panel très important pour parler un peu donc de Bakou, ce mouvement philosophique. Je sais que tu as été toujours actif dans les mouvements associatifs, comme tu l'as dit déjà depuis Paris, où on a été précurseur de l'association SOS Architecture Tiers-Monde, où déjà étudiants ont commencé à réfléchir sur comment produire une architecture en Afrique pour les Africains, et que ça soit une architecture utile pour les populations démunies. Je pense qu'on a déjà commencé sur ça en étant étudiant, et je vois que ce mouvement-là, que tu continues encore. Je pense que l'architecte, d'abord, est un homme engagé. Il doit être engagé dans un domaine bien précis, qui puisse être, en tout cas, qui puisse apporter à la communauté, surtout, qui puisse permettre une certaine évolution de la société, de notre cadre de vie. Et je pense que quand tu, aujourd'hui, développes ce mouvement qui est le Bakou, qui est un mouvement philosophique sur l'architecture,
cela ne va faire que rejoindre un peu les théories qu'il y a eu dans les différentes écoles, comme on le sait, en Occident par exemple, où on a eu des mouvements sur l'architecture organique, on a eu des mouvements sur l'architecture moderne, on a eu le mouvement de style, qui était un mouvement qui alliait effectivement aussi bien architecture, art et design même, où nous avons des architectes qui ont beaucoup contribué à ces mouvements-là. D'autres mouvements ont existé, hein. Il y a eu plusieurs mouvements, expressionnisme, etc., où vraiment il y a eu des courants d'idées qui ont conduit non seulement le même mouvement d'art, d'architecture et de design. Et ça a été quand même des mouvements qui ont marqué toute la trajectoire, en tout cas, de l'architecture européenne. En Afrique, il est vrai que, comme je dis très souvent, nous avons du mal à faire connaître en tout cas les choses que nous réalisons, les choses que nous faisons. Et ce, sur le fait que quand on regarde même les publications scientifiques, quand on fait un diagnostic des publications scientifiques dans le monde, le continent africain, et notamment l'Afrique au sud du Sahara, pratiquement c'est 3 publications qui se font par semestre, contrairement aux autres continents où nous avons une floraison de publications scientifiques dans le domaine des recherches. Et ce mouvement, comme tu le dis, hein, important. Pourquoi? Parce que dans l'école, l'école est le lieu en tout cas de prospection, le lieu d'apprentissage, les différentes philosophies, d'où que ça vienne. L'essentiel, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir comprendre en tout cas cette diversité de conceptions, cette diversité de mouvements pour trouver leur propre voie. Et comme je disais à l'entame, l'architecture est un engagement personnel dans plusieurs domaines. Si nous avons choisi de faire une école de formation en architecture, c'est surtout de pouvoir doter l'Afrique de jeunes compétents. Parce qu'aujourd'hui, quand on le voit dans le monde, je prends comme référence l'Europe, où nous avons pratiquement 80 architectes par 100 000 habitants. 80 architectes par 100 000 habitants. En France, on est à peu près une cinquantaine d'architectes par 100 000 habitants. Le Maroc ou la Tunisie, 11 architectes par 100 000 habitants. On se retrouve au Sénégal en moins d'un architecte par 100 000 habitants. Et avec ça, on ne peut pas construire un pays. On ne peut pas construire un continent. Et je sais que le Sénégal est très bien loti par rapport à nos frères maliens ou burkinabés ou nigériens. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce mouvement, qui est le mouvement Bakou, doit aussi se transcrire sur l'apport qu'on peut avoir sur la formation des jeunes pour embrasser ce milieu d'architecture. C'est un métier très noble, comme on a tendance à le dire, mais ce mouvement peut aussi apporter beaucoup de choses dans la recherche, en tout cas de dynamique, mais surtout dans la recherche de curricula qui permettrait un peu de dresser une voie pour l'enseignement en architecture. Il est vrai que ce mouvement Bakou, comme ses peut-être prédécesseurs, comme on peut dire ce mouvement du parallélisme asymétrique, qui a été beaucoup théorisé, où nous avons beaucoup de productions. Je pense que notre confrère Makenyan nous avait fait en tout cas un panel de ces architectures asymétriques à travers Dakar ou à travers le Sénégal. Et on voit très bien que ce mouvement qui était né, qui quand même avait produit une architecture typique, où on pouvait voir le rythme, on pouvait voir la danse, où on pouvait voir de cette architecture un peu tout ce que nous avons comme asymétrie dans la vie, par rapport à cette architecture qu'on peut dire symétrique, ordonnée, où nous avons, nous, en tout cas, un autre rythme. Ce n'est pas parce qu'il est dissymétrique, mais c'est un autre rythme qui est différent de ce rythme qui est ce rythme symétrique. Et je pense que sur ça, ce mouvement Bakou qui va apporter, en tout cas, dans cette continuité philosophique, est à construire. C'est-à-dire qu'il faudrait... alors, je dis par rapport à l'architecture, le paradigme asymétrique,
aujourd'hui, sur lesquels on demande depuis un certain temps à ce que ça soit codifié. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de mouvements qui émergent, mais ça manque de codification scientifique. Il ne s'agit pas tout simplement de faire de la théorie, mais c'est surtout d'apporter une codification scientifique sur en tout cas les apports que nous amenons. Et si on le voit bien, on peut, par exemple, dans toutes nos démarches universitaires, apporter en tout cas notre contribution et surtout faire développer cette idée dans les écoles. Toujours est-il qu'on a besoin effectivement que les précurseurs, ou en tout cas les personnes qui sont, en tout cas qui tiennent cette philosophie, puissent passer et expliquer effectivement aux étudiants de quoi il s'agit ce mouvement Bakou, qui est aussi un mouvement aujourd'hui qui va vers l'international. L'autre élément dont nous pouvons parler aussi par rapport à la formation et au mouvement philosophique, c'est qu'aujourd'hui, le patrimoine dont nous disposons, le patrimoine sénégalais comme le patrimoine africain, ou je dirais même les patrimoines, parce que nous avons une telle diversité dans nos terroirs, de typologies d'architecture qui sont des architectures aujourd'hui qui peuvent servir de leçon ou en tout cas de manière de voir pour produire une architecture contemporaine. Je m'explique. Non seulement à travers les matériaux, nous avons de la terre à la paille qui sont utilisés, nous avons depuis les toitures à pente aux toitures en terrasse, nous avons partout une adéquation, en tout cas une adaptation des architectures produites par rapport à l'environnement. Et ce qui se passe, c'est que pendant un certain temps, je pense que l'école de Dakar a eu à faire un tour dans les régions du Sénégal pour répertorier les typologies d'architecture traditionnelles. Sur le côté, en tout cas, je dirais ethnographique, sur le côté sociologique. Et ce qui nous manque toujours, c'est ce côté scientifique. Et ça, c'est à développer par aujourd'hui les écoles. Le côté scientifique, c'est-à-dire que quand on rentre dans une casa impluvium, on se sent bien, mais on s'arrête là. Quand on rentre dans une case, ou en tout cas une maison en terre Tchubolo, du Matam, on se sent bien, mais on s'en arrête là. On va le commenter. On va dire qu'on se sent bien, mais il n'y a aucune donnée scientifique qui permet de dire que voilà, on est rentré dans cette case et qu'à l'extérieur il fait tant de degrés et quand on rentre dans la case il fera tant de degrés. Et c'est cette donnée scientifique-là qui nous manque aujourd'hui. Nous avons pu expérimenter il y a quelques années la case impluvium, Casamançaise, donc la case qui a servi de modèle à cet ouvrage, pour voir quel est l'impact de la température extérieure et de l'hygrométrie dans les chambres de la casa impluvium. Et cet article scientifique a été publié. Et on se rend compte que dans une chambre de la casa impluvium, on reste à 25 degrés quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur. 25 degrés. Et on a un taux d'hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité dans les chambres qui avoisine pratiquement 60%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la technique de construction de cette casa impluvium, je ne parle pas des données tout simplement empiriques, mais les données techniques qui ont servi aujourd'hui à construire cette casa impluvium doit servir à une architecture contemporaine. La façon dont elle est construite, les matériaux, les doubles pots, les doubles toitures, les systèmes de ventilation, la cour intérieure, sont des systèmes aujourd'hui qui doivent être valorisés. L'année dernière, on a été à la Biennale de l'architecture de Paris. Et le thème, c'était quoi? C'était comment rechercher des architectures tropicales pour Paris, c'est-à-dire pour la France. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, on s'est rendu compte que bientôt, en Europe, on aura plus besoin de réfléchir, en tout cas, sur comment avoir des architectures adaptées à la chaleur qui arrive, plutôt que
au froid. Et je pense que c'est dans ce génie architectural, à mon avis, qu'il faudrait peut-être que le Bakou s'investisse plus pour pouvoir permettre un peu de codifier déjà l'idée, qu'on puisse savoir que voilà les codes pour ça, mais permettre aujourd'hui de vulgariser nos productions locales et traditionnelles. C'est qu'aujourd'hui, on a un métier qui s'appelle architecture. On a un métier où aussi on a des ingénieurs qu'on forme qui accompagnent des architectes. Et il ne faut pas confondre le métier de l'architecte et le métier de l'ingénieur. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut codifier, il faut faire des recherches, tout ça, je suis d'accord. Mais en fusion avec des ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine que tu dis, bioclimatique et autres, l'architecte fait un travail fouillé, un travail qui lui permet, lui, d'aller vers la maîtrise de l'espace. Et à partir de la maîtrise de l'espace aussi, le confort visuel, le confort esthétique aussi. L'architecte, aujourd'hui, le problème qu'on a ici, je pense au Sénégal, on a beaucoup d'ingénieurs qui se disent architectes. Et beaucoup d'ingénieurs qui font un travail d'architecte, qui dessinent des plans et qui montrent qu'à partir de ces plans, c'est le travail de l'architecte. Et c'est là où je pense qu'on doit faire très attention, nous les architectes, parce que on risque de confondre notre métier, qui est le métier, je pense, d'art, moi, parce que de confort et de traitement de l'espace, avec ce qu'on appelle les recherches scientifiques. Je suis totalement d'accord avec lui, parce que quand tu es dans l'université, c'est ça. Le mouvement Bakou, en parenthèse, du Wolof, signifie chant et bravo ou protection. Bien qu'enraciné à Dakar, s'affirme aujourd'hui comme une philosophie de la reconstitution à l'échelle de l'Afrique et de l'international. Contrairement au Bauhaus, qui visait une universalité standardisée, le Bakou propose un modèle de créativité fondé sur la souveraineté culturelle et l'union des savoir-faire. Ça, c'est IA qui définit comme ça le Bakou. Et je suis totalement d'accord avec IA, parce qu'il faut éviter de standardiser comme a fait le Bauhaus, ou a fait d'autres mouvements philosophiques. Le déconstructivisme, on connaît les Harari et autres qui ont sorti des formes à partir d'une pensée en disant que l'architecture, voilà la vision qu'ils donnent à l'architecture. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait avec le Bakou, on essaie d'unir toutes ces approches-là pour en sortir la substance culturelle et philosophique. Parce qu'on a une sensibilité d'écriture, on a une sensibilité de style. Et c'est bien quand on est en première année d'architecture ou en deuxième année d'architecture, on nous fait apprendre ce que nous venons de définir tout de suite, tout ce qui est les règles bioclimatiques, pour pouvoir bien mesurer ces phénomènes-là, pour éviter aussi de faire des projets d'architecture où les gens ne se sentent pas bien dedans. Mais au-delà de ça, l'architecte se différencie de l'ingénieur parce qu'il a une touche profonde et une touche culturelle, une touche philosophique, une touche identitaire. Maintenant, je vais quand même passer la parole à Ibrahim. Si jusqu'à notre âge, nous n'avons pas changé ce monde ou ce pays, je pense qu'on aurait pu le faire, sinon que d'apprendre à nos fils ou à nos jeunes frères ce que nous avons échoué et qu'eux n'ont pas le droit d'échouer. J'aurais également aimé retrouver ici des membres de l'État, du gouvernement, pour qu'ils
ils puissent tirer de nous ce que nous pouvons leur apporter. Cependant, nous sommes entre nous, nous devons nous en contenter et essayer de répondre à nos propres questions. L'architecte que nous sommes, nous sommes des architectes. Et des architectes ne sont pas là à poser des problèmes. L'architecte travaille avec sa population pour apporter des solutions aux problèmes. Et nous sommes des génies capables d'apporter, de transformer en concret réel le rêve des populations. Nous ne devons pas simplement nous mettre à épaneler, citer les problèmes de nos cités sans en apporter les solutions, parce que nous sommes les médecins de la cité. Un architecte qui n'est pas urbaniste ne l'est pas. Un architecte qui n'est pas artiste ne l'est pas. Je vais, comme vous, Malik, comme Nabi, comme vous autres tout à l'heure, Zinga, reprendre par le départ. C'est quoi notre profession? Quelle est la raison de nos problèmes? Qu'est-ce que le Bauhaus? Pourquoi il a échoué? Qu'est-ce que le cubisme? Pourquoi il a échoué? Et pourquoi nous devons parler de ces deux mouvements? Étant donné que nous voulons suivre les pas du président poète Léopold Sédar Senghor, qui nous a vraiment incités dans ce métier. Suivre son mouvement, qu'aujourd'hui vous appelez le Bakou. Félicitations pour ce mot, parce que cela, il est bourré de sens. Mais corriger les erreurs de début, parce que Senghor avait bien voulu lancer l'idée, le mouvement, mais nous a lancé dans un oxymore tellement compliqué à comprendre, le parallélisme asymétrique, que nous autres, étudiants de l'époque, nous ne pouvions pas suivre. Le Bakou doit corriger tout cela, à commencer à comprendre pourquoi le Bauhaus a échoué. Le Bauhaus n'est pas né dans les années 1930 ou 40. Il est né bien au-delà. Il est né avec Van der Velde, je crois, un Belge, qui était établi en Allemagne dans les années 1906-1907. Il avait une école, c'est lui qui dirigeait l'école des arts décoratifs de Weimar, en Allemagne. Walter Gropius, lui, il était dans un autre établissement des Beaux-Arts. Avant donc la Première Guerre mondiale, Walter Velde avait décidé, il avait compris que pour faire vraiment, parce que c'était un brillant urbaniste, que pour réussir sa mission, il fallait obligatoirement que les artisans, les artistes et les architectes se retrouvent dans la même école. Et c'est là où il avait demandé à Walter Gropius de pouvoir combiner les deux établissements, ce que l'Allemagne avait accepté à l'époque. Malheureusement, est venu après la Première Guerre mondiale. Van der Velde est rentré en Belgique. Walter Gropius a relancé l'école en 1919. Et c'était formidable parce que le slogan de l'époque, c'était « L'art et l'artisan ». Un manifeste qui disait que pour tout art plastique, la finalité est la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, photographes, danseurs, musiciens, architectes, nous devons tous travailler ensemble pour un art total. Donc au départ, la mission ou le but du Bauhaus était vraiment formidable. Malheureusement, les nazis de l'époque, qui devaient industrialiser et reconstruire leur pays, ne pouvaient pas se permettre de travailler avec des gens qu'on appelait à l'époque des expressionnistes, des gens de la nature. La machine est là, il faut aller vite et construire vite. Un certain Dostburg est venu, qui n'était même pas membre de l'école, renvoyer les items et autres, parce que je me souviens de mes cours d'histoire de l'architecture, n'est-ce pas? Pour lancer ce qu'eux, ils appelaient, à la place du Bauhaus, le constructivisme. Et arrivé quelqu'un qui est encore pire que tout le monde, un Mies van der Rohe. Pour lui, son slogan, parce que lui, il était maintenant carrément dans l'industrialisation du bâtiment, « Less is more ». Moins on en fait dans l'art, oui, voilà, « Less is more ». Il n'y a plus d'art dans l'architecture. Et c'est pour ça que les Wartburgistes sont tous retrouvés aux États-Unis, où on faisait des gratte-ciel sans âme.
avec les Louis Sullivan. Et ils continuent d'appeler cela de l'architecture. Aujourd'hui, plus un immeuble est lancé, plus on dit qu'il est fort, l'architecte. Mais reprenons un autre mouvement qui nous ressemble, celui de Picasso, de Braque, d'Apollinaire, le cubisme. Ces gens-là ont été influencés par notre art, notre culture. Ils ont essayé de traduire, au lieu d'imiter, de traduire. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'art? La casser l'os, tirer la substantifique moelle pour la construction. Le cubisme est une sorte de don de perspective de tout objet. Ce que des jeunes du Nigeria sont en train de réussir avec le groupe Souka, c'est ça en réalité le Bakou. La question que pose le président de l'Union des architectes et que pose le président de l'Ordre des architectes du Sénégal est la question à laquelle nous devons rapidement répondre, donner la solution pour que le Bakou n'échoue pas. Comment transmettre cet héritage? Parce qu'effectivement, quand on sort de l'Afrique, qu'on discute avec des amis américains ou européens, pour eux, l'Afrique, c'est les pyramides de l'Égypte. C'est les mosquées de Tombouctou ou de Djenné. C'est le mur du Grand Zimbabwe, un mur qui, construit dans le XIe siècle, était en pierre et a inspiré pratiquement toute l'Europe dans la construction en pierre. Les premiers colons disaient qu'il était réalisé par des civilisations mythiques, mais jamais par un Africain. Kouch, le royaume de Kouch, qui est un royaume de Noirs, qui a appris finalement à coloniser l'Égypte, comptait beaucoup plus de pyramides que l'Égypte même. Alors aujourd'hui, nous avons perdu un véritable savoir-faire. Quand William Ponty était là, au début du siècle, et que la mosquée de Djingareiber est tombée, celle de palais de Kankamoussa, il a pris un architecte malien pour le reconstruire, en 1907, qui à l'identique de celui du roi Comboré, qui datait pratiquement du XIe siècle. Honnêtement, nous ne savons plus ce que nous disposons comme richesse de ce patrimoine. Et on doit commencer par le figer dans un musée dynamique. Il faut obligatoirement que l'État nous donne un espace pour créer un laboratoire d'innovation architecturale et artistique. Exactement comme quand vous quittez Dijon pour aller à Grenoble, il y a un petit village qui s'appelle l'île d'Abo. En 1981, le Greta de Grenoble, le cratère, a lancé à l'île d'Abo, à l'époque du lancement des villes nouvelles en France, un premier exemple d'expérimentation de savoir. Sincèrement, votre slogan, comment on le dit encore, le savoir-faire dans l'art, l'union des savoir-faire dans l'art, vous ne pouvez pas trouver mieux. Mais pour le faire, il faut un concret. L'architecte n'est pas dans l'abstrait. L'abstrait est né justement du début du siècle. L'abstrait de l'art déco est né au début du siècle, mais les gens étaient dans la construction. Les artistes sont dans la construction. Les sculpteurs sont dans la construction. Les peintres sont dans la construction. Les danseurs sont dans la construction. Les musiciens sont dans la construction. Nous devons apprendre à construire, à traduire par la pierre, les images et les cultures que nous avons. Alors, moi, je suis pour suivre Bakou, à imposer à l'État qu'on nous donne cet espace. Voyez-vous, quand vous dites aujourd'hui à un Djola qu'il ne connaît que les Casa Impluvium, parce que, évidemment, les gens ne parlent que de Casa Impluvium. Mais les cases à fer à cheval de Djaken Djola sont des cases à impluvium, mais pas de la même forme. À Seliki, il y a des cases à étages qui datent de plus de 2 ou 3 siècles, un étage en terre. Vous savez peindre les pigments naturels qu'utilisent les soninké de la vallée de la Falémé, de l'ocre jaune ou rouge, du bleu, qu'ils arrivent, le vert des schistes de Bakel. Toutes les couleurs sont stabilisés avec d'autres stabilisants naturels, du lacquer. Ils ont l'art de la construction. Nos parents savaient rendre étanche une construction, construire à étage. Shibam, au Yémen, c'est des gratte-ciel tout en terre. Et pourquoi nous restons
claquemurés dans des bâtiments en tôle et nous étions heureux. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'est pas fier de ce que nous sommes? Alors, si on a cet espace Bakou, on pourrait normalement prendre des volontaires de gens qui accepteraient qu'on leur donne l'habitat qu'il leur faut. On pourrait normalement retrouver une école des beaux-arts qui réunira pratiquement tout le monde des arts exactement comme Senghor l'avait voulu. Nous pouvons le financer nous-mêmes parce que des amis comme, je ne vais pas les citer, certains architectes qui se cachent, ont de l'argent parce que malheureusement on est tombé dans le piège de l'argent. On est tombé. Moi je suis un architecte de la terre, je ne m'en cache pas. Je suis un architecte des pauvres, je ne m'en cache pas. Mais je me suis rendu compte quand j'avais fait ce choix qu'en réalité pour être riche, il faut construire pour les pauvres. Ils sont 1000 fois plus nombreux. Je vois des collègues qui font un projet par an et ils sont heureux. Ils sont tout fiers de lancer un immeuble et ils sont heureux parce qu'on leur donne des honoraires de plusieurs millions. Mais ils font un bâtiment par an. Hein? Ils sont heureux. Alors que tout le Sénégal est à construire. Ils ne savent pas construire pour le peuple. Notre génération de l'école de Dakar, de l'école de Dujarik, avons suivi des pas de ceux de Hassan Fati. Il est obligatoire que nous parlions aux jeunes architectes parce que bientôt, on n'aura malheureusement plus droit à la parole. Je vous remercie. Voilà, ben, il vient de nous réveiller parce qu'il a touché l'essentiel. Oui, je disais quand Apollinaire faisait travail, non, il ne faisait pas travail, il était au Café de Montparnasse. Il laissait Picasso et je pense que Braque vendre les tableaux, mais ils n'arrivaient pas. Et il échangeait avec, je crois que c'est quoi, c'est, comment on appelle ça, un gobelet ou bien un truc de bière. Et il collectionnait les tableaux. Et il était devenu immensement riche. Apollinaire par rapport à ces gens-là. Et je pense que Picasso, et si on prend Braque, le malheureux, il n'a pas été connu, mais c'est lui qui a peut-être développé ce concept cubisme. Quoi. Parce que Picasso n'a pas inventé le cubisme est parti de l'Afrique. Parce que c'est les masques à 3 faces ou 2 faces, ou en profil, qu'on voit tous les sculpteurs africains faire depuis des siècles, mais ils n'ont jamais su conceptualiser. C'est pour ça que le Bakou veut maintenant conceptualiser nos savoir-faire. Et c'est l'essentiel. Et je pense que Picasso même a été en prison parce qu'il a été receleur, parce qu'il y a un masque qui a été chippé au musée de l'homme et qu'il a racheté. Et c'est par là que les demoiselles d'Avignon sont sorties. Vous avez vu le tableau, comment c'est fait? Sinon, avant, avec Guernica, il est parti dans un... Je crois qu'il est très bon, Picasso. C'est un bon dessinateur. Il a été l'un des meilleurs. Je pense que même Picasso, son père était prof à l'école des arts de Malaga. Je pense qu'il a même refusé que Picasso ne rentre dans cette école parce que pour lui, Picasso ne savait pas dessiner. Il n'a jamais dessiné devant lui. Et Picasso a passé quand même le concours dans l'anonymat et il a atteint 19 sur 20. Et quand on a dévoilé le nom, le père même de Picasso était étonné que son fils ait pu dessiner jusqu'à avoir cette note-là. Picasso, c'était un grand peintre, un génie. Et Braque aussi, je pense que c'était lui le cerveau qui réfléchissait. Ils habitaient tous les deux ensemble. Et ouais, Braque est mort pauvre, mais Picasso est mort très très riche, parce qu'il a vécu très longtemps. Je me rappelle quand tu lisais les biographies,
ils avaient une bougie qui devait éteindre parce que le lendemain, ils n'étaient pas susceptibles d'avoir de l'argent pour pouvoir travailler. Donc, ils ne pouvaient pas s'acheter la bougie. Et ce sont ces gens-là qui sont devenus quand même des gens reconnus à travers le monde. Chez les Picasso, partout où tu vas au musée Prado, tu verras des travaux qui ont été faits. Tu vas à Malaga, tu verras, tu vas ailleurs. Mais avant eux, je pense qu'aussi il y a d'autres qui se sont affirmés dans ce domaine-là. Les Raphaël et autres ont fait des choses. L'homme est génial. Le cerveau de l'homme est fantastique. Dieu nous a doté des choses formidables. Nous, le berceau de l'humanité, parce que c'est ce que tout le monde dit, hein? Nous, les Africains, on est le berceau de l'humanité. Mais, théoriquement, on est resté dans la théorie, mais on n'a jamais pu, comme Nabi dit, hein, des publications scientifiques, oui, mais aussi écrire. Parce qu'il ne suffit pas d'être universitaire Thomas pour pouvoir publier, il faut aussi écrire et redonner. Et puis transmettre. Et le Bakou, je pense que c'est l'objet aussi du Bakou. Le Bakou, on peut réussir le Bakou. Si on y croit tous, on s'y met. Parce que s'isoler et travailler tout seul, on ne va pas réussir. Personne ne peut réussir en allant tout seul. Mais dans un mouvement, on réussit. Mais dans un mouvement, il y a quelque chose qu'il faut éviter. C'est lui, il a fait, il était avant moi. Non, je ne peux pas le suivre parce que c'est lui qui porte le nom. Le Bakou, personne ne le porte. Bakou existe depuis bien longtemps avant nous. Nous sommes venus seulement pour essayer de conceptualiser et de s'accompagner ensemble pour essayer d'épouser l'idée et d'aller vendre l'idée ailleurs. Et c'est ça le truc. Aujourd'hui, Ibrahim a dit l'essentiel. Il faut qu'on ait un espace qu'on appelle espace incubateur. Les autres forment, ils enseignent, ils diplôment. C'est-à-dire ils sortent des gens qui sont diplômés. Mais après, il y a la pratique. Et c'est là où intervient le Bakou. Le Bakou, c'est un atelier d'expérimentation. Ce n'est pas un atelier de concurrence pour dire je me mets à la place des autres pour enseigner. Non, il attend qu'on finisse d'enseigner. Il vient pour parfaire. Et c'est ça qu'on voudrait mettre en place. Et surtout, dire que ce soit Nabi, que ce soit Zinga ou tout ça, à New York, quand on interviendra sur des immeubles, on saura qu'il y a une identité. Et cette identité, on a pu, avec Bakou, le mettre en place et l'épouser pour le faire avancer. Maintenant, je vais revenir à Gadiaga, parce que c'est un artiste d'abord, et il enseigne, et lui demander par rapport aux échanges qu'ils ont eus avant lui, qu'est-ce qu'il en tire, et qu'est-ce qu'il en pense par rapport à Bakou, et que Bakou, surtout peut-être lui, pourra nous répondre sur la question que je me suis posée entre l'art et l'architecture, ou l'architecture dans l'art, et ils pourront me dire. Mais je pense que le Bakou ne peut pas aller sans l'art, hein, parce que c'est comme le savoir-faire, l'union des savoir-faire. Dans l'art, ça regroupe tout. Donc, on est déjà dans l'art. Maintenant, Gadiaga. Ensemble des organisateurs de ces moments très importants, ces moments qui nous réunissent ici. Donc, à la question, est-ce que l'architecture fait partie de l'art ou l'art dans l'architecture? Bon, nous savons que l'art, c'est l'ensemble des expressions créatives et que l'architecture est une expression créative majeure. Donc, du coup, on sait que l'architecture fait partie de la grande famille des arts. L'architecture, donc, occupe une place prépondérante dans l'art. Et également, quand on considère l'architecture, nous savons que l'art, il joue un rôle de premier ordre. Donc, dans l'architecture, il y a surtout la volonté d'exprimer les cultures, ici en Afrique, en tout cas les cultures africaines,
Et cela montre son importance par rapport à la valorisation du patrimoine. Donc le patrimoine, c'est surtout, par exemple, l'ensemble des savoirs qui font que nous nous sentons fiers par rapport à notre culture. Et l'art aussi va jouer un rôle important par rapport à cela, parce que dans le domaine de l'art aussi, l'artiste va chercher justement à valoriser et à mettre en avant les valeurs culturelles, la civilisation, et c'est ça qui fait que les deux, que ce soit l'architecture ou l'art, vont se rencontrer. Il y a des connexions importantes à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir à l'approche pédagogique dont parlait tout à l'heure Malik, j'interviens dans plusieurs écoles d'architecture et à l'université Amadou Mokhtar Mbow dans le cadre de l'histoire de l'art, des civilisations africaines et de l'art mural. Bon, l'art mural parce que en tant qu'artiste plasticien et aussi artiste qui travaille dans le domaine des mosaïques, des fresques et autres, je crois qu'il est important de partager ce savoir parce que nous avons un patrimoine très riche dans les signes, dans les symboles, dans les manifestations, dans le développement des images. Et je crois qu'il est important qu'on puisse utiliser cela pour montrer davantage les facettes de la culture, ces facettes cachées de notre culture. Nous avons une culture qu'on dit une culture orale, l'expression orale. Mais nous savons que nous avons énormément d'images importantes, intéressantes à capitaliser, à mettre en valeur et à communiquer. Et pour densifier cette communication-là, il est important qu'on puisse partager ces images-là avec le grand nombre, avec le grand public. Donc les fresques et ces grandes images qu'on peut mettre dans les villes, à travers des installations, peuvent contribuer non seulement à embellir nos espaces de vie, nos architectures, mais également à communiquer avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la digitalisation, nous savons que les images traversent les frontières et que nous devons construire des images. Parce que nous sommes dans le monde de la construction des savoirs. Et les images que nous mettons en scène sont des supports dynamiques qui peuvent valoriser notre culture. Quelles sont les images aujourd'hui, les images didactiques qui sont véhiculées dans le domaine de l'éducation? Une grande question. Donc il y a lieu, comme on le disait tantôt, de repenser la valorisation de ces images-là, la construction de ces images pour en faire des savoirs dynamiques qui peuvent aider à enrichir les connaissances. Parce qu'aujourd'hui, l'écrit ne peut pas tout régler. L'enfant a besoin d'images, les adultes ont besoin d'images, nous avons besoin d'images pour emmagasiner, pour recueillir toute la dynamique des contes, des proverbes, des savoir-vivre, de la morale. Il y a énormément de choses qui font vivre notre culture, mais malheureusement, nous n'avons pas des images pour véritablement les partager avec le grand monde, les partager avec le monde entier. Nous avons une grande richesse. Et cette richesse-là doit se refléter dans l'architecture. Parce que nous avons un passé glorieux et intéressant en matière de construire et en matière de développement d'images. Je vous donne par exemple l'exemple de Lalibela en Éthiopie. Comment ces maîtres d'œuvre ont réussi à creuser la pierre pour créer cette structure extraordinaire qui fait partie des fiertés de l'Afrique. Cela montre que l'ingéniosité est là, la créativité est là. Des gens férus en architecture et en art sont dans ce continent-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière d'architecture, si on porte nos regards sur notre environnement, on se pose des questions, on se dit, mais où est passée cette ingéniosité-là? Où est passée cette richesse-là? Donc je crois qu'à travers le mouvement Bakou, qui a été chanté et magnifié, il est possible
de pénétrer les espaces de construction de savoir, les temples de savoir, pour que ça soit quelque chose de dynamique, d'élaboré, pour qu'on puisse le partager, même en dehors de l'Afrique. Et c'est ça qui est important. Donc, dans les moments de formation et autres, le travail que nous faisons, par exemple en histoire de l'art, j'invite les étudiants à visiter les profondeurs des richesses africaines. À partir du travail, des travaux de recherche qu'ils font, on pense à une présentation. Maintenant, comment présenter ces richesses-là? Comment communiquer avec ces richesses-là? Comment en faire des savoirs? Et chacun va essayer de construire un savoir à partir de sa dynamique de recherche. Et ça, c'est important. Le point de vue personnel, le partage avec l'environnement immédiat, les images. Est-ce qu'il faut construire les images? Comment mettre les images en place? Et tout cela pourrait aider à avoir véritablement donc, quelque chose de très important pour enrichir notre patrimoine. Maintenant, pour revenir à la création artistique, parce que moi, je suis artiste plasticien, je travaille, je partage donc mon temps entre les cours dans les institutions et le travail d'atelier. J'ai mon atelier au Village des Arts. Je suis le vice-président de l'association des artistes plasticiens donc, du Village des Arts. Donc j'ai une double casquette qui me permet aussi d'être vraiment dans la pratique. J'ai réalisé avec donc une autre équipe l'art mural qu'on retrouve à la Trimi Malixi. Et une anecdote, l'autre jour je suis parti avec les étudiants pour visiter une grande murale qu'on a réalisée à la mosquée de la Divinité. Dans le tunnel, il y a donc de part et d'autre 2 grandes fresques qui étaient là-bas. Qu'est-ce que je constate? J'ai vu que toutes les 2 fresques ont été badigeonnées en blanc. Alors que c'est l'État sénégalais qui avait payé plus de 50 millions pour qu'on réalise cela. Et ça a été badigeonné en blanc comme ça. Donc, dans la préservation du patrimoine aussi, il faut protéger les créations et protéger les artistes et les architectes. Je pense que cela est important et incontournable. Je vous remercie. Qui devrait être un espace incontournable, au même titre que le Grand Palais à Paris, les grands musées, le Metropolitan et puis le Bijutsukan à Tokyo, et qu'il devrait y avoir des queues jusqu'à Wagunyai lorsqu'il y a une exposition d'œuvres d'art ici au Sénégal. Il me serait difficile de rajouter des choses après ce que j'ai entendu. Et Malik est quelqu'un d'exceptionnel et extraordinaire. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est de profiter de ce Bakou, le Bakou qu'on peut qualifier de l'après-cubisme. L'art africain a donné naissance à celui du XXe siècle européen. Et je dis souvent, la rentrée de l'Afrique dans le XXIe siècle, ce n'est pas nous qui allons aux États-Unis et en Europe, mais nous pouvons transformer l'Afrique, plus particulièrement le Sénégal, et en faire une œuvre d'art. L'architecture n'est pas autre que la sculpture fonctionnelle, dans laquelle on tient compte des intempéries, et elle a commencé trop longtemps. 6000 ans avant Jésus-Christ, on parle. On parle de l'architecture contre les intempéries, le soleil, la pluie, etc. Et l'utilisation des matières où on revient toujours à quelque chose qui a déjà été depuis très longtemps utilisé. Je ne suis pas architecte. J'ai fait des études d'architecture. J'ai fait 7 ans d'architecture à UP6 où mon regard et mon désir s'est posé à UP6 en faisant l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où j'ai fait 8 ans avec Jean Cardot, qui sont des sculpteurs exceptionnels, César, avec le pouce. J'étais le massier de Cardot aux Beaux-Arts. Il y a Étienne Martin, toujours encore une fois de plus avec les demeures, l'inspiration des Dogons.
les symboles, signes, scarifications, les Dogon, Wobe, Guéré, Senufo, Maasai, etc., ce n'est pas les toiles de Korogo, ce n'est pas la céramique sur laquelle il y a l'utilisation, comme je peux parler de Versailles, avec les parcs paysagers de le nôtre, inspirés de l'Afrique avec nos signes et symboles, Villandry, les châteaux de la Loire, ainsi que le Hanambra, qui sont magnifiques avec ses lions. On peut parler du Taj Mahal aussi. Et que cette architecture de Bonhouse, comme on dit, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright et tout dernièrement Frank Gehry, où j'ai eu la chance de travailler avec Pei à Tokyo sur un voilier en verre, sur lequel j'ai fait les alcôves avec du marbre blanc, gros sel, comme on dit, de Grèce. Et aujourd'hui, les défis de l'Afrique. Je ne sais pas si l'esclavage, la douleur de transportation des esclaves noirs était quelque chose de difficile, un crime abominable. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, la décadence européenne, américaine, actuellement des guerres à ne plus en finir, et nous avons une terre qui est saine. Ce réchauffement climatique nous donne à réfléchir entre une architecture verte, de comment nous pouvons participer à aider nos femmes, les jeunes, pour aller au marché, acheter, je le répète toujours, 2 ou 3 carottes, une petite moitié de choux, et comment par les parcs paysagers et des jardins suspendus sur les terrasses, verticaliser et travailler sur l'aménagement des espaces, des murs qui sont vacants, il n'y a rien dessus, et ce réchauffement climatique peut apporter des solutions par rapport à l'autosuffisance alimentaire, et que c'est pourquoi j'ai appris, je suis issu des compagnons du devoir. Et les compagnons du devoir, c'est une architecture saine. La reconstitution, non seulement, et garder un patrimoine. Donc, je crois que vous avez parlé, vous avez touché l'indiscret, le travail que nous sommes arrivés aujourd'hui à peut-être en retard, parce qu'on ne nous a pas donné la place. Il y a ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne comprends pas qu'il n'y a pas dans le plus important de ce que nous pouvons faire pour ce pays, aider une administration jeune à créer, je le dis, 300 000 emplois ici, l'aménagement des espaces urbains et de travailler pour la corniche ouest de Dakar qui va jusqu'à Saint-Louis, qui peut drainer des millions de personnes par an, créer de l'emploi, et on parle des ressources humaines. La ressource humaine qui n'a pas de qualification, elle n'est pas existante. D'où, vous, en tant que professeur aujourd'hui, vous devez vraiment il y a une nécessité. Je suis allé hier à Gorée. J'aime Gorée avec l'esclavage, pour regarder encore et y faire quelque chose. Vous avez parlé du prix, le grand prix Bakou, au même titre que les Césars, au même titre que les Grammy. Et je crois que nous devons avoir, c'est une nécessité, mais aussi une obligation, d'une école des arts dans toutes les régions du Sénégal, les 14 régions réduites à les 8 pôles. Et une école nationale supérieure des beaux-arts, et après avoir étudié, comprendre la voie de l'architecture et de la sculpture, tous les moyens d'expression artistique, tels que la danse, l'art culinaire, la musique, la sculpture, l'architecture, le fashion, vont dans une certaine sorte de point de convergence auquel il faut lier, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc l'artisanat n'est pas en rade, parce qu'on trouve des assiettes qui coûtent 2 millions de dollars, ça veut dire 1 milliard, qui sont des porcelaines exceptionnelles, et toutes ces matières, les ressources naturelles dont nous bénéficions, les souffleries de verre, auxquelles j'ai appris beaucoup de ça, le marbre de Kédougou dont nous avons, la construction en perles, la fabrication des matières telles que la chaux, on parle de terre,
mais la terre, elle est stabilisée pour être hydrophobe par la chaux, qui sont à 2% d'utilisation de ces matières-là. Je ne vais pas prendre votre temps, mais hier, quelque chose s'est passé. Ils ont beaucoup parlé d'Afrique. Ils ont parlé de Door No Return, de la porte de Gorée, et c'est Obama a donné un honneur à Jesse Jackson. Le révérend Al Sharpton était vraiment braqué sur le Sénégal. C'était très marrant parce que moi j'étais à Gorée toute la journée et il parlait du Sénégal. Et je vous demanderai, pas pour vous embêter, de vraiment, si l'art contemporain, l'architecture africaine doit aller au-delà de l'Afrique. Parce que je voudrais autant citer Le Corbusier, Paix, etc., mais citer tous les architectes qui sont présents ici, de ce qu'ils ont réalisé. Parce que les Noirs américains, c'est ça notre destination. Ils sont vraiment à la recherche de cet art africain qui doit commencer. Pour construire, je vous donne juste une idée, je travaille pour Obama actuellement sur 3 sculptures payées par des Américains, une Sylvia Rhone qui vient d'avoir un Grammy, ça c'est le Universal MCA qui était la CEO de la musique américaine, et puis il y a Jay-Z, et puis Michael Vann, quelqu'un d'autre, ça c'est basket, etc. Et chaque président américain qui sort, qui n'est plus président, construit une bibliothèque, they disent library, mais c'est plus une médiathèque qu'autre chose. Ils ont donné un cadeau à cette personne, parce que j'avais gagné le prix Langston Hughes dans le cadre du 1%. Je ne vais pas terminer sans le dire, mais à Queens, avec David Brody, c'est un architecte américain noir, et j'ai gagné le prix de Langston Hughes pour avoir réalisé une tête-livre pour donner hommage à tous ceux qui sont disparus avec leur savoir. Donc William Soyinka, Senghor, j'ai rassemblé un peu le travail de Maya Angelou, de Langston Hughes, etc. Et qu'ils ont parlé de chez nous. Je voudrais juste vous remercier encore de m'avoir invité. Malik, il est le précurseur des Grammy. Et quand j'étais à Gorée hier, je vais le dire, il y a cet hôtel de Boufflers qui est en ruine. Je l'ai visité, je crois que la Villa Médicis, la Villa Coro et qu'il y a le Sintra, Portugal, peut-être que cet espace aurait pu être la Villa Bakou pour que nous puissions rassembler, en vérité, des artistes venant du monde entier pour le savoir. Il faut que l'État nous donne ce que vous avez dit, notre musée dynamique et la prolongation et l'extension de ce musée pour l'aménagement de cette corniche, enfin, qui est pour l'érosion marine, mais aussi l'art au vrai sens du mot. Interdire de construire sur la corniche, pourquoi pas, ça peut se faire, mais nous pouvons élever. Même si on part de commencer à 3 étages avec des colonnes, nous pouvons voir toujours la mer, édifier des choses exceptionnelles. Simandou, le fer, flexible, avec la terre, sur lequel nous pouvons faire des espaces, des structures droites, plier comme on veut, couler comme on veut le verre et le bronze. L'architecture, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Et je vous remercie. Je vous demande tout simplement qu'une toute petite minute de se lever pour Jesse Jackson, qui a vraiment aimé le Sénégal, et que le révérend Al Sharpton hier, et Obama, il a pleuré, et ils ont parlé de Gorée. Ils ont parlé, ça, ce sont nos amis qui ont disparu. Nous pouvons vraiment les magnifier et travailler avec eux. Je vous remercie. Et j'ai noté des choses. Je viens peut-être dire et rajouter que je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Et je pense qu'il y a peut-être certains questionnements, certaines catégorisations que j'ai pas, comme par exemple devoir prendre une position philosophique, parce que dans ce que j'ai dit, je pense qu'il y a des choses qui sont ressorties. Mais juste pour clarifier, je vais quand même les dire. Et je pense, pour parler du Bakou et comment dire, essayer de synthétiser un peu les 3 grands axes qui, je pense, sont importants. Le premier, c'est de revenir sur l'importance de savoir d'où on vient pour savoir où on va.
J'aimerais beaucoup parler dans le travail que j'ai fait de l'importance de la recherche. On a parlé beaucoup de passé aujourd'hui, de notre histoire. Pour moi, ça doit être un pilier. Sinon, on parle dans le vent et voilà. Il faut qu'on soit ancré et on sache dans quoi exactement on est ancré. Le deuxième pilier pour moi, c'est... j'ai d'abord mis interdisciplinarité, mais c'est transdisciplinarité. C'est catégorisation de se dire qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui est architecture. Juste avant que M. Gay ne parle, j'avais voulu noter et soulever 2 choses que j'ai appris récemment. Vous me corrigez si c'est faux. Mais les 2 fondateurs de l'école de Dakar sont des artistes qui ont étudié architecture. Je ne le savais pas. Donc, en recherchant l'histoire de Iba Ndiaye et de Papa Ibra Tall, je me suis rendu compte qu'ils ont étudié architecture. Donc, lorsque vous m'avez dit que vous aussi, vous avez étudié architecture, je me suis dit, bon, ça doit aller de pair avec la pratique de l'art. Quand on a ce genre de référence, c'est très difficile de se poser même la question, voilà, est-ce que art et architecture, ça va ensemble ou pas? Donc voilà, parler de transdisciplinarité à l'image de grands scientifiques comme Cheikh Anta Diop qui ne se sont pas limités à juste étudier la physique, c'est aller de pair avec l'anthropologie, avec la philosophie, avec la chimie nucléaire, avec un certain nombre de choses. Donc voilà, dans l'architecture, je pense que ça doit être un pilier. De ne pas, voilà, d'essayer de rassembler toutes les différentes sciences au pluriel qu'on peut avoir. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement division entre être ingénieur, urbaniste et architecte. La beauté de l'architecture, c'est sa capacité justement à rejoindre, à mon avis, toutes les sciences, y compris même la spiritualité qui puisse exister. Et je vais terminer juste pour moi le 3e pilier qui devrait être au centre du Bakou et qu'on est là pour faire aujourd'hui, c'est le partage et la collaboration. Une fois de plus, surtout en tant qu'architecte, peut-être c'est plus ça, comme ça que je vois le monde, on ne travaille jamais seul. Un architecte ne peut pas se lever et produire quelque chose. On travaille toujours avec différentes personnes, que ce soit d'autres intellectuels, que ce soit des maçons, des artisans, on a souvent des clients. On est obligé d'être dans le partage et la collaboration. Et ça, je pense que c'est une valeur qu'il faut primer. Tout à l'heure, on parlait aussi de c'est qui l'auteur, de se dire que des fois, il y a des gens qui gagnent des concours et on retient une personne et pas les autres personnes. Il faut savoir qu'au cœur de ce qu'on fait, on ne travaille pas tout seul. On ne peut pas avoir, la seule, en anglais, on dit authorship. Je ne peux pas penser à ça. Et récemment, je voyais un article qui disait qu'on est peut-être à la fin de l'âge du Starchitect. Donc, ces grandes figures emblématiques qui, on a dit, sont des génies et ont porté les visions. On parlait des Frank Gehry, on parle des... Voilà, je veux dire, chez nous, ici, on a les Francis Kéré, les David Adjaye, etc. Certaines personnes m'ont toujours demandé si je veux être la prochaine Zaha Hadid. Ce n'est pas un modèle dans lequel, aujourd'hui, je me retrouve. Je suis fière de faire partie d'un grand collectif et d'un effort où, comme je l'ai cité auparavant, j'ai été nourrie par plusieurs personnes. Donc, cette idée du génie solitaire n'existe pas. Donc, une fois de plus, le partage, la collaboration, les efforts collectifs, pour moi, doivent être les piliers. Donc, pour récapituler, pour moi, les 3 axes philosophiques, c'est savoir d'où on vient, la transdisciplinarité, le partage et la collaboration. Et j'espère qu'avec ça, j'ai répondu à la question. L'élan de générosité, de rassembler. Malik m'a interpellé pour faire... les émissions, sur le coup, je me disais non, ça ne sert à rien. Et moi, personnellement, cela m'a nourri. Donc, on a eu des échanges extraordinaires. Des gens qui étaient de professions différentes, qui n'étaient pas seulement des artistes, mais qui nous expliquaient, je vais vous donner un exemple, un médecin qui nous parlait de sa profession et qui nous disait précisément, il faut qu'on réfléchisse encore plus sur l'espace, parce que cela peut porter préjudice aux enfants. Donc voilà, c'est toutes ces histoires, toutes ces émissions que nous avons faites, qui effectivement ont nourri, on s'est dit, Malik plus précisément, il faut qu'on se dise, parce que le sens même, c'est ce que j'ai compris, c'est l'idée de Bakou, c'est de pouvoir le faire ailleurs, c'est de l'amener à l'international. De l'amener à l'international. Et Birahim Niang et Mbacké Niang sont des précurseurs. Birahim, quand il faisait les briques, mais au Sénégal, personne ne voulait avoir une maison en terre ni en briques.
quand il réfléchissait sur ces espaces-là, personne n'en voulait. Et c'est ça qu'il dit. Je pense que c'est ça qui est fort. Il fait de l'architecture pour les gens. Nous aussi, nous avons ce devoir-là. Je pense que Bakou va permettre de relancer ce débat. Il est déjà scientifique. Il est déjà scientifique de comment les espaces que nous avons, parce que c'est ça qu'on a dit, c'est venu de là, on a hérité d'espaces de bâtiments coloniaux, mais nous avons cette possibilité de le transformer en espace où nous pouvons vivre. Et c'est ça, c'est tout ça qui fait Bakou. Je vais souligner aussi pour Zenga, Birahim l'a dit, j'ai eu la chance d'aller avec Dujarric chez les Soniquais pendant 15 jours. Vous imaginez là-bas, c'est pas que je sois étudiant dans l'architecture, que je sois venu chez eux. C'est l'idée de voir ce qu'ils faisaient. Je me suis transformée en, ils disent la femme c'est Yakare, en Yakare, et faire les constructions avec elle. Et c'est ça le mélange de tout ce que nous pouvons faire pour faire les dessins. On le retrouve en Afrique du Sud, mais elles le font aussi. Et le génie, c'est les hommes font la structure et les femmes font leur maison. Et quand je dis ils font leur maison, ils font les murs, l'extérieur, ils le font assez épais pour qu'on puisse y vivre. Ils font la décoration intérieure. Je pense que ces choses-là, ces sensibilités-là qui nous amènent, qui nourrissent ce que nous voulons porter. Et moi, je suis d'accord pour ça. C'est ça, Zinga. Je pense que quand on a eu l'échange, c'était ça que je voulais faire relever. Et ça interpelle toujours. Et ça ramène, effectivement, aujourd'hui, ils vont se dire, bon, tiens, si nous, on arrive à leur dire, vous nous avez fait ça, ces bâtiments-là, nous, aujourd'hui, on peut réfléchir, nous, en tant qu'architectes, les transformer pour montrer comment on peut vivre dans un climat qui n'est pas le nôtre. Et je crois que c'est un peu ça le challenge. Je voulais préciser, et c'est une fierté de le dire, j'ai fait l'école d'architecture de Versailles. Le premier projet, qui est un aménagement urbain, je fais des petites portions d'espace abrités. Il y a toujours un qui se dit, mais pourquoi faire des espaces abrités comme ça? Vous pouvez les faire en case. J'ai dit, je fais pas des cases, mais je pourrais un jour, quand j'aurai fini, vous expliquer toute la valeur de vivre dans une case. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire après. Ils voulaient me garder pour que je fasse des cours de sociologie, le prof de sociologie, pour expliquer l'espace, comment nous le voyons, comment nous vivons dans ces espaces-là, y compris l'espace de la mosquée de Djenné, qui n'est pas simplement un lieu de prière, mais qui, côté urbain, est un lieu de rassemblement où les gens discutent. Et je crois que c'est ça qui m'interpelle dans cette idée de Bakou, et c'est ça qui porte. Et l'idée d'avoir, merci Birahim, et l'idée d'avoir un espace, j'en rêve depuis qu'on a commencé à faire Diamniadio. Je l'ai même dit à Seydou, si tu veux, le long de l'autoroute, tu pourrais nous donner ces espaces-là et comme ça, nous, on pourrait travailler dessus. Donc voilà l'idée. Merci vraiment, Birahim. On apprend toujours, hein, on apprend toujours. Et vraiment, ça, c'était une contribution et c'était pour dire que j'étais très contente de participer à ce panel. Merci. 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 Je tenais vraiment à prendre la parole pour remercier le directeur du musée et par ricochet, saluer la disponibilité des panélistes qui ont su transmettre leur expérience et leur conception du mouvement Bakou et éventuellement du thème de l'art et l'architecture et la préservation de l'architecture, du patrimoine architectural. Alors, j'ai suivi avec intérêt quand même tout ce que vous venez de faire et je vous félicite là-dessus. Et j'aimerais aussi féliciter Malik parce que le concept de Bakou, il faut quand même aussi toujours se rappeler du contexte de naissance qui s'est fait pour le devenir de l'architecte dans la société. En fait, l'essence même du Bakou, c'est refléter, donner la place de l'architecte
dans la société pour un peu rejoindre l'objectif dont ce que posaient mon confrère, mon doyen Birahim dans la société. Un architecte est à la fois humaniste de fait. Ça, il faut avoir ça dans la conscience. Parallèlement à cela, je suis par moment enseignant et je sais qu'aujourd'hui, par l'enseignement, on se reforme en nous-mêmes. On est architecte, c'est des passages, c'est des moments de passage de formation avec nos jeunes étudiants. Par les sujets de conception que vous leur donnez, par les recherches que vous leur donnez, on est complètement ancré dans la tradition, notre patrimoine. Aujourd'hui, on est dans cet espace de musée qui reflète, comme le disait tantôt M. Khan, la Casa Impluvium, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas comme la Casa Impluvium. Et ça, c'est des questions à se poser aussi quant à la reconstitution des modèles architecturaux en fonction du site d'accueil. Une Casa Impluvium avec à ce niveau de température, de climatisation, énergivore. Donc, il y a des questions aussi à se poser. Bon, c'est bientôt l'heure du logo. Je ne vais pas trop. Et vraiment, je vous remercie encore et vous félicite encore de votre participation. Donc, je suis très content d'être là. Je m'appelle Modien Ndiaye. Je ne suis pas architecte. Je ne suis pas artiste. Voilà, donc je suis un Sénégalais. Alors, c'est vrai, je suis un économiste en herbe, un fonctionnaire à la retraite. Alors, je suis venu à ce finissage parce que je tenais à être là. Je n'ai pas eu l'occasion donc de participer à l'expo qui a duré, je crois, un mois. J'ai écouté les experts que vous êtes. Architectes, artistes, sculpteurs. Ousmane, je l'écoute toutes les heures. Il me parle d'architecture, il me parle de sculpture, d'aménagement urbain, végétal, changement climatique, intégrer tout cela à l'architecture, créer un environnement adapté au contexte social, humain, des hommes. Donc, tout ce qui se dit ici se dit en finalité pour l'humain. Alors, deux critiques. Moi, je crois que ce finissage devait se faire en milieu populaire. Parce que la finalité, ce sont ces gens-là. Quand on parle de Bakou, si je comprends bien ce que Malik me dit toujours de Bakou, je crois qu'on a pris un déjeuner chez moi pendant des heures, on a parlé de Bakou. Alors, ce que j'ai retenu de Bakou, c'est, d'ailleurs, je le disais à Malik, c'est retourner à l'identité. Faire en telle sorte que ce que nous savons puisse nous servir. Ce que les Européens savent servent l'Europe, ce que les Américains savent servent l'Amérique, ce que les Asiatiques savent servent l'Asie, ce que les Africains savent doivent servir l'Afrique. Et en particulier, ce que les Sénégalais savent doivent en premier servir le Sénégal. Donc, vous allez en Asie, Ousmane ne me démentira pas, on ne te servira pas en djeboudienne. On te servira une soupe asiatique ou je ne sais pas quoi. Des sushis ou je ne sais pas. Vous venez au Sénégal, on vous sert du djeboudienne. C'est notre âme.
Donc, à travers le Bakou, je vois l'expression de l'âme d'un peuple, que ce soit à travers l'architecture, la sculpture, l'artisanat, tout ce qu'on a dit ici. Nous sommes dans une salle entre spécialistes. J'écoute que les spécialistes parler, mais je dis encore une fois de plus, Malik, je t'invite que ce Bakou-là soit quand même déplacé en milieu populaire pour que les populations puissent s'approprier, en tout cas pour ce qui concerne l'architecture. C'est dans d'autres domaines aussi, il y a le Bakou qu'il faut animer. Mais pour l'architecture, comme on parle d'architecture aujourd'hui, il faut que vous, ce que vous pensez comme architecture, adapté à nos réalités, que vous puissiez faire en telle sorte que cette architecture soit appropriée par les populations à des coûts supportables par les populations. Comme le dit mon cousin et ami Birahim Niang, qui dit qu'il est l'architecte des pauvres. Alors, moi je crois que, il l'a dit d'ailleurs, il faut commencer par l'école. Il faut commencer par les enfants. Nos aînés l'ont appris à leurs dépens. C'est la raison pour laquelle il y en a qui l'ont dit d'ailleurs. Les Senghor, après avoir été des agrégés en Europe, premiers agrégés grammairiens africains, tout cela, les intellectuels, les Birago, les Léon Contrat Damas, les Césaire, etc., ils ont fait ce mouvement de la négritude. Et ils ont tenté d'ailleurs d'adapter les enseignements aux réalités africaines. Les contes d'Amadou Koumba, le Glelièvre, pour faire en telle sorte que les réalités et les concepts pédagogiques puissent être accessibles aux Noirs, pour ce qui concerne Birago et Senghor, aux élèves du Sénégal. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu pousser ce mouvement au point de faire en telle sorte que nous ayons une identité au plan idéologique qui puisse permettre de former des Sénégalais par rapport à nos réalités, à notre civilisation. Alors, je crois donc que c'est à l'école primaire, Malik, vous les architectes, les écoles d'architecture dont vous parlez, comment dirais-je encore, l'école supérieure des arts, ou tout ce, à travers les pôles, faites en telle sorte, s'il vous plaît, que les outils pédagogiques de ces écoles-là soient des outils adaptés à nos réalités.